Maintenant, on commence d'abord par la garde à vue de Patrick Bruel parce qu'elle a été reconduite. Tout à fait. La garde à vue de Patrick Bruel est prolongée de 24 heures. Donc, ça veut dire qu'elle devrait se terminer mercredi matin, ce mercredi matin. Je vous rappelle que Patrick Bruel est entendu en ce moment même pour 3 accusations de 3 plaignantes concernant des faits d'agression sexuelle et de tentative de viol. Mais aussi, il est confronté face aux enquêteurs à ces 13 autres plaignantes qui, elles, l'accusent de faits de viol, d'agression sexuelle, de tentative de viol et d'harcèlement. On apprend également que 2 nouvelles plaintes se sont versées au dossier, des plaintes concernant des accusations de viol, dont l'une concernerait des faits commis en 2008, ce qui voudrait dire que cette plainte est potentiellement recevable et donc ne s'inscrit pas dans la prescription, puisque la prescription est au cœur de ce dossier. Donc c'est assez intéressant de voir que cette procédure prend de l'ampleur. Ce qui est intéressant d'ailleurs, question procédurale, Georges Fenech, une garde à vue, est-ce qu'elle peut être interrompue à 21h le soir de telle sorte que la personne rentre chez lui et revienne à 8h30 le matin, ou est-ce qu'il est obligé de dormir? Patrick Bruel a dormi sans doute à Nanterre. Oui. Je m'interroge toujours, quel est l'intérêt de ce type de disposition? D'abord, la garde à vue, elle peut être arrêtée à tout moment par décision du procureur de la République, puisque pour l'instant, c'est une enquête par le parquet. La garde à vue, c'est un moment privilégié pour obtenir des aveux. Il ne faut pas se le cacher. D'accord. Privation de liberté, voilà. Donc c'est pour ça qu'on met la personne dans des conditions difficiles. Dans notre jargon, on fait mijoter, quoi. Voilà. D'accord. Mais ça, par exemple, mais il aurait pu, par exemple, rentrer chez lui et revenir le matin. Oui, possible, mais il préfère le tenir comme ça à disposition. Oui. Alors parce que c'est très traumatisant, mais bon, c'est très dur une garde à vue, bien sûr. C'est entendu, mais ce n'est pas un jugement que je donne là sur cette affaire. Mais c'est une nécessité pour empêcher les preuves de disparaître, les concertations. Elles ne vont pas disparaître entre hier soir et ce matin, les preuves. Mais non, surtout qu'il a déjà été perquisitionné une fois. Bon. Donc c'était... Et puis alors l'autre chose, parce que tout le monde s'interroge, évidemment c'est les questions les plus simples que je pose toujours. Si une affaire est prescrite, tu peux néanmoins être entendu en garde à vue sur une affaire prescrite, oui ou non? Oui, on peut auditionner sur une affaire prescrite pour voir un peu la personnalité. Mais ça, on a. Mais alors la poursuite, par contre, moi, je suis très étonné de cette nouvelle jurisprudence d'une prescription glissante. Oui. Il y a prescription ou il n'y a pas prescription. Bien sûr, mais même, pardonnez-moi, si l'affaire est prescrite, on peut être entendu en garde à vue sur une affaire prescrite. Ouais, au titre des éléments de personnalité. Si vous voulez, mais oui. Si elle est prescrite et qu'on est entendu sur une affaire, on essaye de comprendre la personnalité, comment ça s'est passé avant. Pour caractériser une sérialité. Une sérialité, oui. Mais bon, la Cour de cassation, à ma connaissance, s'est pas encore prononcée sur cette jurisprudence glissante. C'est comme les filets dérivants. Ce sont des inventions des magistrats pour augmenter des augmentations de leur pouvoir qui ne sont pas véritablement constitutionnelles, mais qui sont peu à peu jurisprudentielles. Comme on dit. Bon, écoutez, Gérard Carreau qui est avec nous ce matin. Bon, ça c'est pour l'affaire Patrick Bruel, sauf que Marine Lançon me dit que Flavie Flament a pris la parole. Écoutez-la. Avant moi, il y a des femmes qui, pendant des mois, pendant des années, ont essayé de se faire entendre. Et il a fallu la médiatisation de ma plainte pour que les choses avancent. Et je trouve que c'est particulièrement injuste. Donc c'est un soulagement. Je ne fais pas partie des cas qui sont étudiés aujourd'hui, a priori, par le parquet de Nanterre. En revanche, je suis là pour apporter ma voix parce que je sais que toutes les victimes sont derrière moi et qu'elles se feront entendre de cette façon-là. C'est vrai aussi, et c'est pas défendre Patrick Bruel de le dire, c'est simplement respecter les mots. Ce sont des plaignantes avant d'être des victimes. Je le dirais pour n'importe qui. C'est important que des gens qui ont une personnalité médiatique disent les bons mots. Ce sont des plaignantes. Elles seront peut-être victimes. Mais peut-être pas juristes. Non, oui, mais non. Vous savez bien que il y a. C'est pour ça qu'on vit une période difficile. Vous avez raison, ce sont au stade des plaignantes. Elle le sait sans doute. Il y a condamnation.
Voilà, mais... Il n'y a que dans les affaires médiatiques qu'on fait ce genre de distinction. Pardonnez-moi, tout le reste du temps, on parle de victimes, on parle de familles de victimes, on parle de victimes dans l'affaire qui nous occupe depuis 3 jours. On parle évidemment de victimes, la présomption d'innocence, tout le monde s'assoit dessus parce qu'il y a quand même des choses qui nous apparaissent évidentes. Là, on ne va pas reprocher à Flavie Flamand, si elle a porté plainte, c'est qu'elle est persuadée d'être victime elle-même, donc elle en parle. Il y a quand même des mots aussi dans le débat public, on n'est précisément pas juriste, d'ailleurs, on voit qu'on peine à comprendre d'ailleurs comment fonctionne la justice. Je trouve ça difficile de reprocher à une personne qui elle-même a porté plainte de se qualifier comme victime ou de qualifier les autres femmes comme victimes. Écoutez, c'est pour ça que nous échangeons autour de la table. C'est pour donner des avis différents. Moi, je vais exprimer un point de vue théorique, pas du tout un point de vue sur cette affaire. Non, mais vous avez raison, en théorie. Flavie Flamand aussi, quand elle parle, quand elle dit ce mot-là, je la comprends aussi. C'est toujours pareil, tout le monde a raison de son point de vue. Et elle a raison de son point de vue. Oui, mais nous sommes tous incohérents d'une affaire à l'autre. C'est ça que je voulais souligner. Parce qu'il y a d'autres... Je peux vous assurer, Pascal, qu'il y a d'autres affaires où vous-même, vous parlerez de victimes très naturellement. Je suis d'accord avec vous. Il y a cette incohérence, vous avez raison. C'est vrai, c'est vrai. La mère d'une victime présumée de Jérôme B, c'est la dépêche, vous voyez, de l'AFP que je lis à l'instant. La mère d'une victime présumée de Jérôme B va déposer plainte contre l'État. La mère d'une mineure qui avait déposé plainte pour viol sur mineur contre Jérôme B, principal suspect dans l'affaire Liana, va déposer plainte contre l'État pour faute lourde, reprochant à la justice sa lenteur, a annoncé son avocat Pierre Debuisson sur RTL. Je vous propose d'écouter la mère, précisément, de Rosa. Je ne fais pas confiance parce qu'on a posé le plainte 2025 août et ils n'ont rien fait en fait. J'ai appelé, ils n'ont rien fait. Ils m'ont envoyé chier gentiment, en disant que si j'appelle encore une fois la gendarmerie, qu'ils m'ont fait porte-plainte. C'est pas normal pour moi, c'est pas normal pour les victimes, c'est pas normal pour toutes les victimes de France de viol. Je vous assure, ce qu'on découvre sur le fonctionnement de l'État, avec cette fameuse expression qu'on emploie souvent, ouvrir le capot, parce qu'on ne saurait pas tout ça s'il n'y avait pas eu l'affaire Liana, c'est terrifiant. Hein. Oui. C'est terrifiant et c'est une colère sourde qui traverse le pays. Et c'est d'ailleurs, c'est invraisemblable. Alors après, invraisemblable. La personne, sa fille a été violée, on l'envoie dinguer. Oui, mais ça, une procédure contre l'État, ça ne suffit pas. À mon point de vue. Il faut véritablement qu'on mette en place, nous l'avons déjà dit, une responsabilité individuelle de ceux qui prennent ce type de décision ou qui sont... Là, c'est les gendarmes, manifestement. Oui, alors là, il y a plusieurs procédures. Il y a la procédure contre l'État, une procédure contre l'État pour faute lourde, une procédure au pénal pour non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui qui concerne les enquêteurs et les magistrats, et une plainte contre le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, devant la Cour justice de la République, pour justement dire qu'il incarne l'institution judiciaire qui a fauté concernant cette affaire de cette petite Rosa, 10 ans, en sachant que la maman précise également que le garde des Sceaux ne l'a pas appelée. Il ne s'est pas excusé auprès d'elle, malgré le préjudice commis. Valérie Benaïm a lancé hier le hashtag Agir pour nos enfants. Et vous étiez venue nous parler de ce livre, je le rappelais tout à l'heure, Valérie Benaïm. J'entendais ce que vous disiez en disant on a ouvert le capot et puis on est très étonné de ce qui se passe. Mais moi, ça fait 2 ans que je parle avec des familles d'enfants victimes. Je ne suis pas étonnée, malheureusement. C'est-à-dire que lorsque vous parlez d'une maman qui n'est pas forcément très bien reçue, voire très mal reçue, là en l'occurrence, parce qu'on la menace carrément, c'est une maman d'enfant victime, et on la menace en disant ce n'est pas contre l'agresseur qu'on va travailler, porter plainte, c'est contre vous. On marche sur la tête. Ils ont même dit à un moment donné, arrêtez de nous harceler. Arrêtez de nous harceler, ce qui est complètement fou. Moi, j'ai des parents régulièrement, et pendant les 2 ans d'enquête que j'ai menées, qui m'ont dit, on a été tenus à l'écart. On a bataillé. Alors, moi, je recommande à tous les parents, non seulement de médiatiser leurs affaires, mais aussi de prendre un avocat qui est un avocat qui... Je cite un procureur qui me l'a dit, prenez un avocat qui emmerde. Parce qu'il faut un avocat qui vienne harceler, justement, qui vienne dire on veut des informations. Il y a des parents qui ne savent même pas où en est la procédure concernant leur affaire. Ils ne savent pas où ça en est. Bon, c'est vrai aussi que l'affaire de Moyen s'entend. C'est-à-dire que j'avais reçu le procureur de Meaux qui m'expliquait, qui est un homme remarquable d'ailleurs, qui m'expliquait qu'il avait 15 magistrats dans son tribunal, alors que le même procureur en Allemagne en aurait 35. Donc tous ces gens croulent
sous les dossiers. Et c'est vrai aussi, manifestement, qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont arrivées en plus, affaires de vol, affaires contre les biens, affaires contre... Grosso modo, vous avez aujourd'hui à peu près 8000, un peu plus, magistrats, qui est équivalent à peu près au nombre de magistrats sous Napoléon Ier. Oui, mais il faut préciser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a 2 siècles. Oui. Non, mais vous avez raison sur le nombre de magistrats, mais là, en l'occurrence, on parle des magistrats instructeurs, des procureurs, on en a 2200 en France. 2200 qui ont traité 4,2 millions d'affaires pénales l'année dernière. Je ne sais pas si on se rend compte. Donc évidemment, il y a beaucoup de classements qui sont rapides. Mais en effet, et quand vous regardez les affaires individuellement, quand je disais tout à l'heure, je pense qu'on ne réalise pas collectivement, c'est pas du tout un reproche, hein. On ne réalise pas, mais vous passez 2 heures dans un parquet, vous hallucinez. Et tous les gens qui ont eu de la submersion dans laquelle travaillent les procureurs, les enquêteurs. Oui, mais c'est à l'État, pardonnez-moi, on en revient toujours à la même chose. Qu'a fait ce président? On en revient sur tous les sujets, à part parler, qu'a fait ce président? Non, mais... Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a un moment, les responsabilités remontent. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait? Je suis d'accord, mais manifestement... Éric Dupond-Moretti, il faut le reconnaître. Mais peu importe, mais on partait de tellement loin. Mais ce n'est pas le sujet. Et on l'a pas rattrapé. Ce n'est pas le sujet. D'abord, tu dois le dire, tu dois faire le constat. Si tu es président de la République, tu dois faire le constat, prendre à témoin les Français, dire ce que dit Charlotte. C'est ça, la parole de vérité. De dire on est dans un état délabré, et voilà comment on va faire. Donc on va rééquilibrer les finances, on va peut-être moins donner sur le social, mais on va investir sur le régalien. 4 € pour la justice. Mais le problème, c'est que c'est vrai sur tous les sujets. Hier, tout est dans un état de délabrement. Il se réjouissait de l'attractivité de la France hier. On est dans une période absolument catastrophique. Je vous assure, la réforme de l'État, on en parle matin, midi et soir. Continuez, Charlotte, sur effectivement ce que disent tous les uns et les autres quand vous rentrez dans un parquet. Donc tout le monde dit la même chose. Je pense que après le drame de la mort de Léana, il y a 2 niveaux d'analyse. Il y a la question de l'enquête qui va être faite, l'enquête administrative sur le parquet d'Auch en particulier, sur les gendarmes. Qu'est-ce qui explique en effet que ces 5 mois, il n'y ait pas eu un acte d'enquête? Vous savez, il y a des procureurs que j'ai eu au téléphone pour essayer de comprendre. Alors évidemment, l'enquête nous éclairera sur tout, Charlotte Dornelas. Pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer. C'est-à-dire comment un procureur, lui, voit cette histoire et se dit je comprends ce qui a pu se passer, etc. Ils disent, là, un parquet aujourd'hui, vous appelez un parquet au hasard comme ça, vous lui dites il y a combien d'affaires en cours, il n'est pas capable de vous le dire. Il y a un manque d'organisation, de fluidité des procédures. Vous savez, c'est des mots qu'on entend, mais on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Et bien, il n'y a pas de process mis en place. On découvre que la plainte est transmise par courrier. Alors, tout le monde tombe sur le parquet de Toulouse en disant comment ça, c'est transmis par courrier. Mais toutes les plaintes aux criminels sont transmises par courrier parce que les originaux sont encore nécessaires d'un parquet à l'autre, par exemple. Donc, même s'il y a un envoi numérique, si c'est doublé d'un appel en disant attention, c'est une affaire extrêmement sérieuse. Donc pourquoi est-ce que le parquet de Toulouse... Parce que là, on est en train de découvrir au fil de la procédure qu'il y a le parquet de Toulouse, mais précédemment le parquet de Béthune, qui n'a pas appelé non plus en disant attention, c'est grave. Pourquoi est-ce qu'ils n'appellent pas pour dire attention, c'est grave? Il y a 2 réponses possibles. Soit ils ont mal fait leur boulot et ils méritent d'être sanctionnés, soit ils ont considéré, au regard du nombre d'affaires qu'ils ont à gérer, qu'elles n'étaient pas graves. Imaginez le reste, qu'elle n'était pas grave, qu'elle était moins pressée, moins urgente, moins grave, moins prioritaire. Donc moi, je peux vous assurer qu'au-delà de la sanction, de la recherche de défaillance individuelle qui est en cours et qui aura peut-être lieu, j'ai pas de problème avec ça, mais au-delà de ça, ce que racontent les acteurs de la chaîne pénale, tous les acteurs de la chaîne pénale ces derniers jours, devraient nous faire infiniment plus peur, qu'une seule possible erreur individuelle. Et ça, on a peut-être du mal à l'entendre là aujourd'hui, parce que c'est normal, on est tous en colère. Là où Charlotte, la réponse, vous l'avez eue dans la bouche de la procureure lors de la conférence qu'elle avait faite. En réalité, l'interrogation, c'est sur la stratégie d'enquête. Oui. C'est pas sur l'inaction, la stratégie. Elle nous a dit... Parce que vous savez, le bureau d'ordre, vous, comment ils ont... Il fallait rassembler le maximum d'éléments avant d'interpeller l'individu. Oui. Oui, on pouvait imaginer une autre stratégie d'enquête. L'interpeller tout de suite parce que c'est un prédateur qui est en liberté. Sauf que vous savez, Valérie bétonner le dossier. Vous savez, c'est une nouveauté maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on essaie d'avoir tous les éléments. Et moi, je trouve que c'est une erreur, effectivement. Bien sûr. Maintenant, il faut avoir tous les éléments avant d'auditionner l'individu. Ce qui est catastrophique, on le voit là. On parlait des bureaux d'ordre. Le bureau d'ordre, c'est... l'enregistrement. L'enregistrement au greffe. C'est courant qu'une plainte reste minimum 2, 3, 4 mois au bureau d'ordre. Ça, c'est pas une nouveauté. Vous savez combien il y a de plaintes en souffrance en ce moment ? 3 millions. Il y a 3 millions de plaintes en souffrance en ce moment.
Ça veut dire 3 millions d'histoires, 3 millions de cas qui attendent d'être examinés. Gérard Carreau, ce qu'il faudrait savoir, c'est comment ça se passe ailleurs et dans quel pays ça se passe bien. Parce que j'imagine aussi que j'aimerais savoir en Allemagne comment ça se passe. Non, mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a des pays où il y a un nombre de magistrats infiniment supérieur au nôtre, qui rehausse la moyenne. On a 4 fois moins de procureurs, par exemple, que la moyenne européenne. Et dans lesquels ça se passe pas forcément mieux, dans lesquels il y a même des pourcentages de classement sans suite supérieurs. Ce qui veut dire que nous avons, de manière générale, c'est un peu difficile de le dire cette semaine, mais de bons enquêteurs et de bons magistrats, justement dans le suivi des affaires. Ça serait encore pire si on avait... et puis on a la perception que les magistrats maintenant choisissent leurs affaires, qu'ils sont capables de mettre des moyens disproportionnés sur des affaires, et notamment financières et politiques, parce que pour des raisons parfois idéologiques, c'est en tout cas ce que disait Gilles-William Goldnadel hier. Il disait on a délibérément choisi la délinquance financière pour des raisons idéologiques. Comment les magistrats n'ont pas créé le parquet. Dans les revues du syndicat magistrature, c'est parfaitement revendiqué. Ce sont ces infractions qui troublent leur public. Gérard Carreau. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a toutes les raisons justes qui ont été développées par Charlotte, par Georges, par Joseph. Pardon, tout le monde a dit des choses intelligentes et justes. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a quelque chose au-delà de ça. L'émoi du pays dans cette affaire... Au fond, d'ailleurs, l'émoi, c'est une sorte de rime. On passe de Lola, c'est resté dans l'oreille des gens, de Lola à Liana. Et c'est ces deux noms de petites filles qui font monter une pression. Elle n'a jamais été aussi importante sur le plan politique. Ce n'est pas une affaire politique qui est en train de porter les stockades à 10 ans de macronisme. C'est cette affaire-là. C'est cette affaire-là qui est la conjonction. Parce que c'est on a souvent parlé de convergence des luttes. Et on ne l'a jamais vu véritablement, la convergence des luttes que la gauche espérait ou d'autres. Mais on voit la convergence du cœur, la convergence des cœurs des mamans et des papas. Parce que ça touche aux enfants, donc à la famille, donc à ce qui est le plus cher au cœur des gens. On va écouter l'avocat précisément de Rosa. Vous avez entendu Rosa, c'est la mère donc d'une mineure qui a déposé plainte pour viol contre Jérôme B. Elle avait déposé plainte en août 2025 et Jérôme B n'a jamais été entendu. Et s'il avait été entendu, Liana serait vivante. C'est ça qui est absolument invraisemblable et horrible à dire dans cette affaire. Et les parents, toute leur vie, les parents vont vivre avec ça. Donc je vous propose cette fois d'écouter l'avocat de la mère. Bien, concrètement, nous allons diligenter des procédures à la fois contre l'État, en réalité, puisque c'est toute l'institution judiciaire qui a failli, le ministère de la Justice et donc l'État. Ce sera une plainte devant le tribunal judiciaire pour faute lourde. Ça, c'est la première plainte que nous allons déposer. Mais nous allons également déposer plainte au pénal, parce que il est trop facile de dire que c'est l'État qui a failli. Derrière l'État, il y a des personnes, des hommes et des femmes qui ont failli dans le cadre de ce scandale et de ce drame absolu, et donc des responsabilités doivent être déterminées. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé plainte au pénal également contre les enquêteurs, les enquêteurs qui n'ont pas fait leur travail, qui n'ont pas interpellé le violeur de la petite fille que j'ai en face de moi. Et enfin, et ça c'est un élément important, nous allons déposer plainte au pénal devant la Cour de justice de la République contre M. Darmanin, puisqu'il incarne l'institution judiciaire, qu'il est garde des Sceaux, qu'il a été pendant 4 ans ministre de l'Intérieur, donc patron des policiers et des gendarmes, que depuis 2 ans il est ministre de la Justice, et aujourd'hui il feint d'apprendre et d'être surpris de voir que le système judiciaire est en faillite totale.